Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système carcéral, souvent pointé du doigt en raison de son inefficacité et des conditions de vie inhumaines qu'il impose aux détenus. Nous allons alors nous demander si ce système carcéral, et peut-être même le système pénal dans son ensemble, prison, police, justice, ne devrait pas être totalement aboli, plutôt que simplement réformé. Pour mieux comprendre ce problème, il faut sans doute laisser la parole à ceux qui peuvent le mieux en parler et que l'on n'entend que trop peu, les détenus eux-mêmes. Nous allons donc vous diffuser l'extrait d'une vidéo diffusée en 2001, dans laquelle 3 détenus dénoncent anonymement leurs conditions de vie injustes et leur statut de chair à prison. La parole ne nous est pas donnée, jamais. C'est pour nous, c'est pourquoi nous avons décidé de la prendre ici et maintenant. C'est particulièrement au nom des détenus longue peine que nous nous exprimons, nous, les laissés pour compte, ceux pour qui l'horizon n'est pas que désespoir et haine, n'est que désespoir et haine. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliquées des mesures justes, équitables et qui permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort lente, à des peines qui ne sont qu'un substitut à la peine de mort. Nous sommes là pour dire haut et fort que nul n'a intérêt à ce que nous nous transformions en bombes humaines, car viendra le jour où nous serons libérés, où nous réintégrerons le corps social. Qu'en sera-t-il si des années durant le système carcéral nous meurtrit, nous avilit, nous blesse jusqu'au plus profond de notre être? Il est temps que cette réalité cesse. Il est grandement temps que cette prison mangeuse d'hommes soit l'objet d'une révolution culturelle qui lui permette d'entrer dans le 3e millénaire de façon plus digne. Conditions de vie indignes, peine de mort qui se serait transformée en peine jusqu'à la mort, problème de la réinsertion dans le corps social, nombreuses et cinglantes sont les critiques adressées au système carcéral dans ce communiqué. Alors, faut-il abolir le système carcéral et peut-être plus généralement le système pénal dans son ensemble? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Joël Charby, sociologue au Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, spécialiste du monde carcéral. Bonjour Joël Charby et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alice, bonjour tout le monde et puis merci beaucoup pour cette invitation. Alors on vous laisse maintenant la parole pour une 20aine de minutes de conférence. Merci encore. Merci beaucoup. Alors bon, déjà je salue l'idée des organisatrices et des organisateurs de la conférence de commencer par une parole politique forte de prisonniers condamnés. Et je ne vais pas essayer, moi, de mon côté, de dire la même chose de manière plus savante, de dire ce que ces personnes ont pu dire, mais plutôt essayer de montrer que l'abolitionnisme de la prison et de la pénalité, c'est une idée récente, dont on a des illustrations aux États-Unis et en France, mais aussi une idée qui a une histoire, qui a différentes traditions et qui, pour le dire assez rapidement, a ses racines dans les années 70. 60-70. Avant de commencer, donc, mais le titre de la conférence, finalement, le dit assez bien, par système pénal, on va entendre prison, justice pénale elle-même et police. Et donc, pourquoi prison, police, justice? Bon, j'en dirai quelques mots, mais en Europe, c'est principalement autour de la prison que l'abolitionnisme s'est structuré. Et plus récemment, aux États-Unis, c'est à travers l'angle de la police, par exemple, que les revendications abolitionnistes se sont le plus fait entendre. Donc, je vais revenir un petit peu aux bases de cette pensée, à ses arguments, à ses traditions politiques et idéologiques, et à ce que, je crois, elles peuvent signifier pour notre présent. Alors, ça va être brossé souvent un peu à grands traits, il n'est pas exclu qu'il y ait certaines simplifications, et à la fois on pourra y revenir, et puis je pense qu'il y aura des sources qui seront disponibles pour approfondir et rectifier éventuellement certains points. Avant tout aussi, il faut que je le dise, ce que je vais présenter là ici est issu à la fois de mon travail et de travaux collectifs que je mène avec Gwenola Ricordo notamment et Shane Morris. Donc voilà, il y a du travail collectif là-dessous. Il y a 3 points que je vais aborder du coup. Le premier, c'est pourquoi pour les abolitionnistes la prison ne fonctionne pas.
Ensuite, étendre à pourquoi le système pénal lui-même ne fonctionne pas. Et puis, un troisième point où je présenterai un petit peu, j'essaierai un peu d'incarner le propos en présentant en fait, des mouvements qui ont existé, des mouvements concrets, et puis des figures de la pensée abolitionniste et comment elles ont formulé ce problème. Je commence donc par pourquoi la prison ne fonctionne pas. Alors, si on se pose la question de front, en préjugeant un peu de ce que veut dire fonctionner, on va penser en premier lieu à la récidive, qui est la préoccupation des bâtisseurs de la pénalité depuis ses origines. Mais plus largement, il faut avoir à l'esprit qu'il y a trois fonctions de la peine, notamment la dissuasion, la rétribution et la réhabilitation ou réinsertion. Je vais dire quelques mots de la première et de la troisième. Et donc, pour commencer sur la fonction dissuasive de la prison, eh bien, bon, il y a une augmentation considérable du taux de détention dans beaucoup de pays, et notamment en France. Aux États-Unis, c'est bien connu. Le point le plus bas, historiquement, il me semble que c'est 1957, où il y avait 45 détenus pour 100 000 habitants. Et ce taux, donc, qui est toujours calculé pour 100 000 habitants, était de 104 en 2018, donc plus d'un doublement. En dépit de ceci, de l'allongement des peines, finalement, il est difficile d'être convaincu du fait que la prison remplit cette fonction dissuasive. Et en ce sens, c'est pas moi qui ai formulé cet argument en premier, mais on peut penser que l'utopie, elle n'est pas dans la perspective d'abolir la prison, mais bien dans la croyance, en fait, que le risque d'être incarcéré serait susceptible de faire advenir une société sans crime, et où en fait la peur des représailles et de l'emprisonnement lié à un acte serait assez forte finalement pour dissuader tous les individus de faire ce à quoi ils sont poussés par la nécessité, par les circonstances, etc. Quant à la promesse de réinsertion, de réhabilitation de la prison, là, le constat d'échec, finalement, il ne date vraiment pas d'hier. Et c'était une phrase de Foucault, c'est Foucault qui disait cela, mais que finalement, la réforme de la prison, elle est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle en est comme le programme, disait-il. Alors c'est vrai, il y a toujours des situations dans lesquelles l'incarcération va provoquer des ruptures de parcours, mais il faut considérer plus largement, les abolitionnistes considèrent plus largement qu'elle participe d'abord à la désinsertion sociale des personnes enfermées, qu'elle précarise à la fois ces personnes, mais également leurs familles, leurs proches, d'un point de vue social, financier, sanitaire, et puis qu'à un autre niveau, elle participe finalement à l'inculcation de normes carcérales qui sont fondées notamment sur l'infantilisation, l'humiliation. Enfin, la prison est un milieu antidémocratique par excellence. Et il y a beaucoup de recherches qui ont montré que finalement, les normes qu'inculque la prison à celles et ceux qu'elle enferme sont à l'opposé de celles de la vie sociale extérieure que la prison est censée aider ces personnes à réintégrer. Et donc, on peut dire, par exemple, avec Thomas Mathiesen, quelqu'un dont je dirai quelques mots tout à l'heure, qui est un auteur important de l'abolitionnisme, non seulement peut-on dire avec assurance que la prison ne réhabilite pas, fort possiblement pouvons-nous aussi dire qu'en fait, elle déshabilite. Et en lien avec tout ça, mais j'y reviendrai un peu sur la partie système pénal, on peut tout aussi dire aussi que la prison participe plus généralement d'un système en fait qui maintient et qui affaiblit qui affermit les dominations sociales, que ce soit dans les chances inégales d'être confronté à la prison ou d'être incarcéré, dans les éléments qui tiennent à la vie carcérale et à ses effets directs et indirects dont j'ai dit quelques mots. Pour le dire rapidement, beaucoup d'argumentaires abolitionnistes, alors qui peuvent être d'inspiration idéologique, politique, diverses, mettent en avant le fait que la prison n'est pas le meilleur moyen, n'est pas une réponse adaptée à ce que Foucault nomme les illégalismes. C'est une notion qu'il préfère à crime, en fait. Illégalisme, c'est les comportements contraires à la loi. Et donc, la prison n'est pas une réponse adaptée en soi. Voilà donc pour une petite partie, bien sûr, mais de la critique abolitionniste des prisons. Maintenant, si on l'étend au système pénal, ce qui est mon deuxième point. Alors, il faut le dire, dans le contexte européen, l'abolitionnisme s'est structuré autour de la question carcérale. Et c'est
progressivement qu'elle s'est étendue à la critique de la pénalité tout entière. Et je vais me concentrer, alors parmi tout ce qu'il y aurait à dire, je vais me concentrer sur 2 raisons qui sont avancées par la critique abolitionniste du système pénal pour donner une idée un peu de sa consistance. Première raison. Le système pénal est fondamentalement inégalitaire et il ignore les structures sociales. Alors déjà, outre ce que j'ai dit déjà sur la prison, le rôle de la police et du circuit pénal, il est traversé de part en part par des mécanismes qui reflètent, mais qui renforcent des dominations qui traversent la société. Alors il y aurait beaucoup de recherches à aller voir, celle de Loïc Vacan, celle de Bruno Buisson de Carlet, qui soulignent que l'emprise et la sévérité de la justice pénale, elle est mécaniquement plus forte contre les classes et les populations les plus stigmatisées ou les plus appauvries, les populations immigrées, les groupes racisés, les classes populaires. Et que ce n'est pas l'affaire de tel ou tel juge ou de tel ou tel policier. Pour ne prendre que 2 critères, celui du statut d'immigration et de la précarité. Virginie Gautron écrit par exemple dans le compte-rendu d'une étude qu'elle a réalisée en 2007 que toutes choses égales par ailleurs, le risque d'être placé en détention provisoire dans une affaire est également près de 5 fois plus élevé pour les personnes nées à l'étranger, près de 6 fois plus élevé pour les personnes sans domicile fixe. Là, Virginie Gautron parle de la détention provisoire, mais il est massivement su et vu par beaucoup de recherches que le fait d'être placé en détention provisoire augmente dans des proportions considérables le risque d'être ensuite condamné à une peine de prison ferme. D'autres recherches, et je précise, mais en fait ce sont des recherches qui sont la plupart du temps pas menées par des personnes qui se réclament de l'abolitionnisme. Donc d'autres recherches sur la police ont établi l'existence de biais de sélection systématique de la clientèle, entre guillemets, du système pénal, qui peuvent relever d'un racisme institutionnel, et qui sont moins le résultat du profil de tel ou tel policier, mais de leur socialisation et des logiques professionnelles de l'institution. C'est un adage qui est cité par Fabien Jobard, sociologue. Dans la police, on n'est pas raciste, on le devient. Et sur un plan tout à fait différent, on pourra ajouter à ça, en s'intéressant cette fois-ci aux classes supérieures, ce que Michel Foucault nommait la gestion différentielle des illégalismes et qui est très lié, par exemple, à la question de la criminalité en col blanc. Et à l'exception de certaines affaires retentissantes, il est bien connu depuis toute une tradition de recherche qui remonte aux années 30-40 que certains facteurs amènent une partie des affaires à échapper au système pénal et à faire l'objet de circuits parallèles, de mécanismes de négociation, d'arbitrage. Et les facteurs qui peuvent expliquer ça sont nombreux en fait. Par exemple, la plus grande capacité de défense juridique, disons, des grandes entreprises. Ou des facteurs comme une plus grande difficulté à établir du point de vue du pénal précisément les responsabilités ou les frontières ambiguës entre légalité ou illégalité, etc. Donc ça, c'est le premier point, le fait que finalement le système pénal est traversé et reproduit une logique inégalitaire. Le deuxième point, qui est d'ailleurs souvent éclipsé par les visions un peu trop rapides de l'abolitionnisme, ne concerne plus cette fois-ci les personnes qui sont présentées au système pénal sous le statut de prévenu, de coupable ou d'accusé, mais qui concerne les personnes victimes. Et de ce point de vue, alors ce deuxième point, il se sous-divise en 2 critiques. La première, elle concerne finalement les limitations intrinsèques de l'action du système pénal dans sa capacité, ou plutôt son incapacité, à faire face à certaines situations particulièrement problématiques de la vie sociale. Du fait des institutions qui le composent, de sa modalité d'action, dépôt de plainte et répression, il se trouve très en difficulté, le système pénal, pour faire face à des situations qui, pour les abolitionnistes, pourraient trouver des solutions plus ancrées dans d'autres formes d'action. On peut penser, par exemple, aux situations d'inceste qui sont dans l'actualité ou aux situations de violence conjugale.
Mais sur ce dernier point, je renvoie aux écrits d'autrices féministes sur le problème de la prison, de la pénalité, dans une perspective d'émancipation et de lutte antipatriarcale. La seconde critique, elle vise, elle, plus largement la dépossession des actrices et des acteurs directs de ces situations problématiques, et finalement du fait que le système pénal ne leur laisse pas de contrôle sur ces situations. C'est-à-dire que ni la personne qui va perpétrer l'acte, ni celle qui est qualifiée de victime ne peuvent garder, un tant soit peu, le contrôle et la définition des moyens de résolution, de réparation, de remédiation, de possibilité de prévenir ou d'éviter la répétition des actes, de mise en sécurité des personnes qui sont en danger, etc. Voilà pour ce deuxième point sur lequel je suis passé assez vite, mais qui concernait les critiques étendues au système pénal. Et pour l'instant, bon, j'ai parlé un peu de l'abolitionnisme dans l'absolu, un peu comme un point de vue flottant, mais ce n'est évidemment pas le cas. Et je voudrais prendre quelques minutes pour évoquer un peu les groupes, les catégories d'acteurs, les pensées, les mouvements qui ont fait l'abolitionnisme pénal. Et comme je le disais un petit peu au début, c'est une pensée qui s'est véritablement structurée au tournant des années 60-70. En France, c'est tout d'abord dans la lutte des prisonniers que l'abolitionnisme s'est exprimé. On pense assez vite, ou du moins il y a une première mobilisation qui vient assez vite à l'esprit, c'est la création d'un groupe d'information par les prisons, par plusieurs intellectuels, dont Michel Foucault, au tournant des années 70, ces personnes cherchant à donner la parole aux prisonnières et aux prisonniers pour que à la fois, ces personnes puissent témoigner, s'exprimer et donner leur vision du système carcéral. Mais à la suite de cette première expérience, il y a eu dans la foulée la création d'une organisation construite et menée par les principaux intéressés, donc le Comité d'action des prisonniers, qui a été fondé par Serge Livrosé, Michel Boralé et Claude Vaudez, qui étaient fraîchement libérés de la maison centrale de Melun. Et pendant toute la décennie 70, ce CAP a été l'acteur majeur des luttes abolitionnistes en France. Il y a eu ensuite d'autres organisations, j'en dirai peut-être deux mots quand on discutera, mais par exemple le CAP Justice, qui lui s'est intéressé beaucoup plus à la justice pénale dans son ensemble, ou encore une éphémère association syndicale des prisonniers de France, qui était une organisation abolitionniste, un syndicat de prisonniers abolitionnistes, à partir de 85. Et aujourd'hui, il y a d'autres organisations, moyens de communication, comme par exemple l'Envolée. Tous ces acteurs, tous ces groupes ont développé plusieurs moyens d'action, plusieurs types de pensée, ont privilégié la révolte ou la négociation, la syndicalisation ou la grève, et avaient des conceptions différentes de l'abolition à plus ou moins long terme, de façon plus ou moins maximale, etc. Et elle ne s'articule pas toujours facilement. Dans d'autres temps et dans d'autres lieux, parmi les mouvements abolitionnistes, on peut aussi citer KROM, organisation norvégienne, dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom en norvégien, mais c'est une des organisations qui va faire référence pour la pensée abolitionniste et qui va être un groupe extérieur formé notamment par des universitaires, mais aussi des travailleurs sociaux ou des acteurs de la justice, qui va relayer et défendre la lutte de prisonniers, et plus largement un lieu de plaidoyer en fait en faveur de réformes qui rétrécissent le champ du système pénal. Plus récemment et aux États-Unis, quelques mots d'une organisation qui a notamment été, une des fondatrices en tout cas, a été Angela Davis, qui est Critical Resistance, qui est une importante organisation abolitionniste états-unienne, qui, pour le dire très rapidement, a développé une critique abolitionniste à partir de la situation des États-Unis, en prenant aussi des imports de la pensée abolitionniste européenne, la croisée avec des cadres théoriques, par exemple, de lutte contre l'esclavage des Afro-Américains aux États-Unis, et y a apporté des aménagements considérables, notamment sur la question de la police, qui est un peu en retrait dans la pensée, en tout cas, abolitionniste européenne.
Donc voilà, j'ai cité deux noms importants, Michel Foucault et Angela Davis, et je voudrais en rajouter trois peut-être, si jamais ça donne envie à certaines personnes qui regardent cette conférence d'aller d'aller voir plus loin un petit peu. Donc trois personnes dont des écrits importants en tout cas datent des années 70. Je dirais en premier Lou Kulsmann, professeur de droit pénal, qui a notamment écrit La peine perdue, le système pénal en question, qui a travaillé sur, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, les différents styles de contrôle social face aux situations les plus problématiques de la vie sociale. Et il distingue, par exemple, ce qu'il appelle le style pénal, interdire un comportement au moyen d'une peine, d'autres styles de contrôle social, le style éducatif, le style thérapeutique, le style compensatoire, la réparation, ou le style conciliatoire. Deuxième figure que je voudrais présenter un peu, Thomas Mathiesen, qui a alors beaucoup travaillé de son côté sur la question de la stratégie abolitionniste. Alors, à la fois du rôle entre organisation extérieure et organisation des prisonniers et des prisonnières, parce que lui travaille surtout sur la prison, sur l'alternative réforme-abolition. Et ça, j'en dirai probablement un mot parce qu'il a beaucoup notamment travaillé sur la question « mais alors, par quoi remplace-t-on le système pénal ?» Et enfin, Niels Christie, criminologue, qui a, lui, beaucoup travaillé sur notamment le développement de ce qu'il appelle une industrie de la punition, mais qui a aussi beaucoup creusé cette idée que j'évoquais tout à l'heure de la dépossession des conflits par le système pénal. Alors, il y a beaucoup de choses dont j'aurais voulu parler et dont je ne parlerai pas là pour des raisons de temps. L'articulation entre intellectuels et militants dans les luttes abolitionnistes, mais il est probablement temps que je m'arrête et je voudrais conclure en évoquant juste trois pistes de réflexion, mais plutôt trois ouvertures pour penser l'abolitionnisme et pour s'y intéresser. La première chose, c'est que si l'abolitionnisme doit beaucoup à des formes de politisation marxiste, libertaire ou anarchiste, il n'est pas exclusivement le produit de ces traditions de pensée. On peut penser par exemple au rôle de certaines traditions religieuses, comme celle des Quakers, et par exemple dans les années 80 en Amérique du Nord, c'est toute une dénomination au Canada qui appelle à abolir la prison. Et Ruth Morris, j'en dirai quelques mots, mais est une penseuse majeure de l'abolitionnisme qui a travaillé à la fois sur justement le contrôle des personnes impliquées sur les conflits, sur la justice transformatrice, etc. La deuxième ouverture, la deuxième piste de questionnement, c'est que finalement, la question pure et simple, au-delà de la question pure et simple, en fait, de la suppression des institutions du pénal, l'abolitionnisme est traversé par des questions. Est-ce que, par exemple, sur ce que signifie cette suppression, est-ce qu'il est possible d'abolir la pénalité dans un cadre capitaliste, raciste et patriarcal? Est-ce que l'abolition du pénal peut se faire hors d'une perspective de transformation sociale radicale? Ou est-ce qu'il s'agit de supprimer ces institutions par les remplacer par d'autres qui correspondraient mieux au monde dans lequel on vit aujourd'hui? Et si on mélange ces deux pistes d'ouverture, ces deux fils de pensée qu'on peut suivre, il y en a une troisième qui est plutôt une invitation à la réflexion, c'est qu'il y a une autre manière de prendre au mot le terme abolitionnisme, mais qui ne fait plus référence à une tradition de mouvement et de pensée de l'émancipation. C'est ce qu'on pourrait désigner comme une abolition technologique de toute ou partie du système pénal, ou toute une partie du système pénal serait rendue en quelque sorte obsolète par des moyens de contrôle et de surveillance qui seraient étendus à la fois à la totalité de la vie collective, mais aussi à la totalité de la vie individuelle. Alors, ça peut paraître dystopique et lointain pour l'heure, encore que, mais le bracelet électronique devait également paraître lointain pour les prisonnières et les prisonniers révoltés du début des années 70. Et c'est une question, à mon sens, qu'il est utile de ne pas perdre du regard. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà été assez long.
Je remercie les personnes qui assistent à cette conférence d'y assister et les organisatrices et organisateurs de m'avoir invité. Et puis, je serai ravi de discuter avec vous de ce sujet si vous avez des questions, des commentaires ou des critiques. Merci beaucoup, Joël Charby, pour cette conférence très riche, très intéressante. Et on est ravis de pouvoir discuter avec vous de ces sujets très importants. Alors, première question finalement qu'on a envie de vous poser, et je pense que nombreux sont les spectateurs qui se posent cette question également, est-ce que vous pourrez davantage nous parler des modalités pratiques? Quelles seraient les modalités pratiques de cette abolition? Est-ce qu'il y aurait certaines étapes, mettons pour tendre, vers cette peut-être idéal abolitionniste, hein? On reviendra peut-être sur cette question, puisque vous nous avez dit que ça n'est pas une utopie finalement. Et une question qu'on pourrait finalement aussi formulée de manière très simple, hein. Qu'est-ce qu'on fait des serial killers? Enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et immédiatement de ces criminels très compliqués? Et voilà, quelles sont les étapes pratiques à votre avis pour tendre vers cette abolition? Alors, je vais répondre séparément à ces deux questions, parce qu'à mon sens, même si elles se rejoignent, mais elles exigent deux réponses séparées. Alors, je vais commencer par en fait, non, pas par une provocation. Je vais commencer par un point de vue abolitionniste. J'ai parlé un peu de Thomas Mathiesen, et une de ses grandes idées, c'est que l'abolition, c'est avant tout l'inachevé. C'est-à-dire l'idée il serait contre-productif dans une stratégie abolitionniste de partir avec une idée complète d'un système alternatif. En fait, ce serait la meilleure manière de ne finir que par apporter des pis-aller et à rabattre l'abolition sur les données du système pénal actuel. Voilà. C'est la première chose, c'est que finalement, l'abolitionnisme, ce sera jamais c'est une démarche clé en main. C'est une invitation à réfléchir et à agir pour dépasser le système pénal. Mais, en fait, une fois que j'ai dit ça, il est utile d'avoir des pistes de réflexion. Et elles vont des plus minimales aux plus maximales, en quelque sorte. On trouve, par exemple, chez Lou Kulsmann ou chez Niels Christie, des conceptions d'un droit qui serait, en quelque sorte, dépénalisé. C'est-à-dire qu'il ne serait plus confié à des spécialistes et plus centré sur l'expérience des victimes et plus axé sur des moyens non pénaux de produire une mise en sécurité, une réparation ou une transformation ou une restauration. Il y a par exemple cette phrase qui il me semble, vient de Lou Kulsmann, qui dit que tout tribunal dit civil, donc la justice civile, peut ou devrait pouvoir, avec quelques modifications à rechercher, intervenir de manière plus utile aux intéressés que l'actuel système pénal. C'est une des options qui a été avancée par une partie des mouvements abolitionnistes. On trouve aussi des perspectives dans la tradition de la justice transformatrice. Et là, moi, je n'en suis pas spécialiste de cette question, et donc je voudrais renvoyer, pour celles et ceux qui vont en apprendre beaucoup plus, aux travaux de Gwenola Ricordo sur cette question, en français, ou en anglais au portail internet Transform Harm, dont d'ailleurs je vais donner quelques éléments. Ce que, pour ces personnes, est la justice transformatrice, c'est un cadre politique qui vise à répondre à la violence, aux dommages et aux abus sans créer davantage de violence et sans reproduire les rapports d'exclusion et de domination afin d'aboutir à la cessation de cette violence. Et ce qu'on appelle la justice transformatrice, elle doit beaucoup aux techniques d'auto-organisation qui sont issues des mouvements d'émancipation et de lutte des femmes et des groupes exposés au racisme. Et donc, j'ai parlé un petit peu de Ruth Morris tout à l'heure, mais c'est aussi une penseuse majeure, c'est une penseuse majeure de la justice transformatrice. Et on pourrait dire en quelque sorte que ce que pose la justice transformatrice, c'est que c'est dans les capacités d'auto-organisation des communautés que, par exemple, existent des moyens de prévenir et de répondre plus efficacement que par la pénalité, par exemple, à la question des violences conjugales. Une des questions, ça pourrait être
quel type d'infrastructure communautaire est-il possible de mettre en place pour promouvoir plus de sécurité, de transparence et donner des solutions durables qui reconnaissent les actes qui ont été commis, mais encore une fois, en reposant sur les capacités d'auto-organisation des communautés. Et hors de toute forme, je tiens à le dire, hors de toute forme de vengeance privée ou de vendetta illimitée que certains voient dans l'idée de l'abolitionnisme. Donc voilà, il n'y a pas une seule conception des réponses à cette question. J'ai cité 2 pistes de réflexion parmi beaucoup d'autres. Voilà. Ensuite, oui, pardon, la deuxième question que vous m'avez posée, c'était celle des serial killers, en quelque sorte. Bon. Alors, c'est une question à laquelle il n'y a pas, là aussi, une seule réponse, parce que l'abolitionnisme n'est pas monolithique. Et il y a effectivement, dans l'abolitionnisme, certains auteurs, certaines traditions de pensée, je citais par exemple Niels Christie, qui pensent que, oui, en fait, dans le cas de certaines personnes vraiment dangereuses, la pénalité resterait un dernier recours. Il y a une partie des abolitionnistes qui pensent ça. D'autres vont avancer, par exemple, qu'en se focalisant sur ces quelques personnes, finalement, on édifie, on légitime et on fait perdurer un système d'emprisonnement et de pénalisation de masse qui est avant tout une machine de guerre contre des populations qui subissent différents types de domination. Mais ce qu'avance Mathiesen, c'est qu'en fait, pour commencer à réfléchir à cette question, aux autres modalités du contrôle social qui sont possibles, il faut commencer par poser comme principe l'abolition du système pénal, si on ne veut pas finalement le reproduire à chaque fois en essayant de trouver d'autres solutions. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, néanmoins, est-ce que cette question justement peut-être des autres moyens de contrôle, alors, le terme de contrôle déjà est problématique en soi, vous avez fini votre conférence en ouvrant sur cette question des moyens de contrôle techniques, électroniques, technologiques. Alors j'imagine que c'est pas la voie que vous prenez dans cette idée abolitionniste. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur peut-être les critiques qui sont adressées à ces moyens de contrôle, soit qu'ils soient pénalisés, soit qu'ils soient simplement dans la société civile, hein, je pense évidemment à la multiplication des caméras de surveillance, au fait que nos téléphones nous espionnent sans rentrer dans le complotisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette critique justement de la société de contrôle et de surveillance généralisée que vous critiquez aussi dans cette perspective abolitionniste ? Alors finalement, bon, la critique de la société de contrôle, elle se développe largement au-delà de l'abolitionnisme, mais c'est vrai que j'ai utilisé le terme de contrôle et que c'est peut-être utile de revenir dessus. Je vais revenir sur ce que j'avais dit à un moment, c'est que pour une grande part de la pensée abolitionniste, il ne s'agit pas de se dire « abolissons la pénalité », et il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de situation qui réclame une intervention dans la vie sociale. Je parlais de contrôle social, mais c'était peut-être partiel. En fait, c'est quel mode d'organisation est-il possible de faire naître afin de pouvoir faire cesser des situations et de protéger des personnes, par exemple, mais qui ne reposent pas sur une réponse faite par un système indépendant de la vie sociale, qui est le système pénal, et qui ne fonctionne que par punition. Et évidemment, pour beaucoup d'abolitionnistes, la perspective d'une société de contrôle total est complètement dystopique. Et donc, en ça, l'abolitionnisme se joint aux critiques générales de la société de contrôle, en quelque sorte, sachant que, par ailleurs, nombre de ces alternatives technologiques, et ça c'est un point qui concerne plus directement les abolitionnistes, rentrent par exemple dans la catégorie des alternatives, par exemple à l'emprisonnement. Je pense au bracelet électronique. Mais d'un point de vue abolitionniste, il est particulièrement douteux que finalement le bracelet électronique ait fait reculer la prison. La peur qu'il y a, c'est que finalement, ces alternatives technologiques comme d'autres alternatives, enfin la peur, l'analyse qui est faite, c'est que ces alternatives, et notamment ces alternatives technologiques, ne viennent pas remplacer les institutions qui existent déjà, mais viennent finalement étendre leur champ, étendre le filet pénal, étendre leur budget aussi,
d'une certaine manière. Donc voilà, c'est de cette manière-là que la critique abolitionniste aborde souvent la question des alternatives. Et c'est pour ça qu'elle est abolitionniste, et elle se distingue, en tout cas, d'un réformisme général. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ça me fait une transition formidable vers la question suivante qu'on voulait vous poser, qui était justement cette différence entre le réformisme et l'abolitionnisme. Alors, par exemple, je pense à certains qui défendent des prisons un petit peu plus, on va dire, agréables, entre guillemets, comme c'est le cas en Scandinavie, au Canada. Les prisons norvégiennes sont souvent citées comme modèle peut-être à suivre. Alors, un petit chiffre, on dit qu'en Norvège, donc les prisons sont ouvertes, et le taux de récidive en Norvège n'est que de 20% contre 60% en France. Donc à ce moment-là, on aurait l'impression que, et le taux d'emprisonnement aussi est moindre qu'en France, alors à ce moment-là, on aurait envie de se dire que peut-être ce réformisme des prisons vers des prisons plus ouvertes pourrait suffire. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous faites, vous, une opposition entre réformisme et abolitionnisme, ou alors est-ce qu'on peut articuler les deux? Voilà, quelle est votre analyse sur ce point? Alors, je vais vous donner, en fait, encore une fois, je vais me répéter beaucoup, mais je vais donner l'idée que finalement, il y a plusieurs manières dont les abolitionnistes ont abordé cette question. Il y a un argumentaire qui a été particulièrement repris et qui a marqué profondément la pensée abolitionniste, qui explique que, en fait, réformisme et abolitionnisme peuvent s'articuler dans une certaine mesure. Il vient de Mathyssen, que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est un auteur dont le principal champ de questionnement, ça a été quelle stratégie abolitionniste ? Comment éviter que la pensée abolitionniste, par exemple, retombe sur quelques ajustements apportés à l'institution ? Comment travailler entre groupes mobilisés directement face à la police, face à la prison, et groupes de soutien, ou groupes d'intellectuels, etc. Et ce que Mathyssen suggère, c'est que finalement, il y a deux types de réformes pour lui. Il y a ce qu'il appelle des réformes positives, c'est-à-dire des réformes qui conduisent à fortifier, in fine, le système que l'on prétend combattre. Ce sont des réformes qui, par exemple, vont doter de nouveaux moyens tel ou tel système, qui va augmenter ses budgets, qui va augmenter son champ d'application. Je parlais du bracelet électronique tout à l'heure. Et il suggère que l'abolitionnisme devrait s'attacher plutôt à des réformes, ce qu'il appelle négatives, c'est-à-dire des réformes qui visent à retirer quelque chose, même progressivement, à tel ou tel système, par exemple l'abolition du casier judiciaire. Mais là encore, en fait, il y a beaucoup de manières d'aborder la question. Mathyssen lui-même explique qu'au fur et à mesure que l'organisation dont il faisait partie a évolué, eh bien finalement, ils ont fini par penser qu'il fallait aussi défendre des réformes positives, qui sont des réformes d'amélioration des conditions de vie, par exemple en prison, tant que ces systèmes existent. Bref, l'abolitionnisme, il est pris dans des questions de court terme, long terme. Et donc, l'enjeu majeur est que le but de long terme reste celui de l'abolition des prisons. Et après, les analyses se font en situation. Quelles seraient les conséquences de cette réforme du point de vue du système lui-même et du point de vue des personnes qui sont confrontées à ces institutions, etc. Et il n'y a probablement pas une analyse qui est bonne tout le temps. Donc, c'est une pensée qui est amenée à constamment se renouveler. Mais ce qui rejoint les abolitionnismes, probablement, c'est de considérer que le système pénal est un mal en soi. Et que c'est que la perspective qu'il impose à la société, la manière dont il amène la société à traiter des situations les plus problématiques, est en soi mauvaise et doit être dépassée. Il y a plusieurs manières, soit parce que, effectivement, l'opposition au réformisme, elle se fonde aussi sur l'idée que finalement ces systèmes, comme beaucoup de systèmes institutionnels, ont la capacité de neutraliser la critique. Je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure en reparlant un peu des mouvements militants, mais d'une part que ces systèmes ont la capacité d'intégrer la critique et de la neutraliser en réformes qui finalement ne changent pas leur logique fondamentale.
je fais une petite parenthèse, mais j'ai fait ma thèse sur la question de la démocratisation des prisons. Et la démocratisation des prisons, finalement, c'est une revendication qui est ancienne, qui date des années 70, qui a été exprimée par des mouvements militants qui sont devenus, à l'épreuve des faits, des mouvements abolitionnistes en France, le Comité d'action des prisonniers. Et cette revendication, qui a d'abord été rejetée par l'institution, a finalement fait l'objet d'une formulation après la loi pénitentiaire de 2009, sous une forme très minimale, qui elle-même a été rejetée finalement par l'institution. Voilà. On retrouve en fait ce que disait Foucault lorsqu'il disait que la réforme de la prison, c'est le programme de la prison depuis sa naissance, que depuis le début, elle n'a jamais tenu ses promesses, et que c'est en quelque sorte probablement que ces promesses ne recouvrent pas son véritable rôle historique, au-delà de ses missions officielles. Et donc, mais finalement, là où passe la frontière entre réforme et abolition, ce n'est pas forcément dans les considérations tactiques liées à telle ou telle situation, mais c'est plutôt dans le fait que ce n'est pas en renforçant un système qui est fondamentalement inégalitaire et ineffectif qu'on va régler ce qu'il est incapable de régler. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur quelque chose que vous avez évoqué dans votre conférence? C'est une question qu'on a envie aussi de vous poser très clairement. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que cet abolitionnisme est totalement utopique, hein, c'est le monde des bisounours, hein, c'est une formule qu'on entend parfois dans les médias. Alors, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui. Alors, c'est effectivement une critique qui est très souvent formulée. Peut-être qu'elle est formulée d'une part parce que, comme je le suggérais tout à l'heure, l'abolitionnisme est très souvent inachevé. Ça veut dire que c'est une invitation à agir, réfléchir, mais ce n'est pas souvent un système clé en main qui dit voilà, tenez, faisons ça, ce sera mieux. Peut-être que c'est une source de l'accusation d'utopie. Mais finalement, il me semble assez ironique cette accusation d'utopie, plus largement, me semble un peu ironique parce que il ne me semble pas utopique de dire que la prison ne parvient pas et ne peut pas structurellement parvenir à faire ce qu'elle présente comme sa première mission, réinsérer des personnes. Il ne me semble pas utopique ou rêveur de dire que la police est traversée par des logiques professionnelles et politiques structurelles qui la conduisent à avoir des biais dans la sélection des personnes qu'elle appréhende. On peut au contraire penser, et ce n'est pas moi qui ai formulé cette pensée le premier, que ce qui est utopique, c'est de penser que le système pénal, en dépit de toutes les preuves qu'il donne de ses manquements, il suffit de penser à la prison, de son incapacité à traiter, enfin à prendre en compte la souffrance des personnes victimes, de son fondement politico-moral de vengeance et de rétribution, même s'il existe d'autres expressions de la pénalité, mais c'est un de ses fondements politiques et moraux, et par la précarisation massive qu'elle occasionne et qu'elle reproduit dans beaucoup de couches de cette situation, que ce système pénal-là est la situation optimale et indépassable pour qu'une société gère ses conflits. Et en fait, un des éléments centraux de l'abolitionnisme, et ça me conduit à me prendre un peu de recul, c'est en fait finalement de se dire que ces institutions sont historiques. Que la prison, par exemple, est historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elles existent dans le temps, elles ont une histoire. Merci, très bien. Enfin, voilà. Non, ça veut dire autre chose que ça aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, la prison, ça a été un projet. Ça a été une invention, une proposition, un projet. Pour caricaturer à l'extrême, c'est qu'il y a bien quelqu'un, à un moment, ou un groupe qui a dit « Bon, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai une idée, on va faire ça. » Et que si ça a émergé dans des circonstances historiques, il n'est pas interdit que ce soit remplacé par autre chose dans d'autres circonstances historiques. Voilà. Penser l'inverse, pour une pensée abolitionniste, serait complètement utopique. Voilà. Et une dernière chose aussi, peut-être, sur cette question, c'est que je pense qu'une partie de cette critique sur le registre de l'utopie,
elle vient d'une représentation fausse de l'abolitionnisme, qui penserait en quelque sorte que finalement les individus sont bons, que la nature humaine est bonne, et qu'en étant, alors je caricature la caricature, et qu'en étant gentil avec les gens, tout se passera bien. C'est pas ça que les abolitionnistes disent. Ce que les abolitionnistes disent, c'est que dans beaucoup de situations de la vie sociale, dans beaucoup de mouvements sociaux, il y a déjà des modalités de gestion des conflits qui ne relèvent pas du pénal. Il y a, j'employais cette expression, des modalités de contrôle social. C'est des actes qui reposent sur d'autres styles que le style pénal et le style de la punition. Et j'en avais dit 2 mots par rapport à Hülsmann, mais il pense que le style d'action exercé par le pénal est sans doute moins efficace, moins protecteur pour répondre aux situations les plus problématiques. Et donc, voilà, c'est une pensée qui vient entre autres de Luc Hülsmann et de bien d'autres, dont je précise que c'est pas des titres qui font une légitimité, mais qu'il était professeur de droit pénal et que donc il connaissait à peu près le système dont il parlait, et c'est de l'intérieur, et j'en dirai d'autres mots, mais non pas que ça confère une noblesse quelconque au mouvement abolitionniste d'avoir été soutenu par des professionnels du droit, mais que ce n'est pas uniquement du coup une pensée qui a toujours été radicalement extérieure. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui concernerait, donc vous l'avez souligné, enfin vous l'avez évoqué dans votre conférence, mais cette question de la police, justement. Alors, est-ce que les ressorts de... alors, je rappelle le cadre d'actualité 2020, qui a vu l'explosion de cette thématique des violences policières. Alors, on estime que les violences pénitentiaires sont aussi un phénomène très important. En moyenne, il y aurait un décès de détenus tous les 3 jours. Donc, il s'agit quand même d'une réalité très importante. Et on dit souvent que les violences pénitentiaires ont le même ressort que les violences policières. Alors, est-ce que ça peut nous amener à se dire que ceux qui prônent l'abolition de la police emploient peut-être les mêmes arguments que ceux qui prônent l'abolitionnisme carcéral? Est-ce qu'il s'agit de 2 sortes d'argumentations différentes? Est-ce qu'il y a une unité au sein de ces réflexions? En tout cas, il y a des passerelles. Il y a des passerelles assez clairement. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Après, il y a des décalages de temporalité historique, puisque dans l'Europe des années 60, en tout cas, il y a, les mobilisations, en fait, contre la police, dont je ne suis pas du tout spécialiste, elles sont structurées probablement de manière différente que les mobilisations contre la prison. Il y a une recherche récente de Anthony Pregnolato qui aborde ce qu'il appelle les différentes composantes de l'étude du champ des mobilisations contre la police, et qui fait une sorte de cartographie, qui essaye de faire une sorte de cartographie. Et donc les acteurs ne sont probablement pas toujours les mêmes, et les cadres de pensée, par exemple, si on pense aux mobilisations aux États-Unis, sont légèrement différents aussi également, parce que je parle des États-Unis parce qu'il y a eu un large mouvement de revendication d'abolition de la police l'année dernière suite à la mort de George Floyd. Et donc, les cadres de pensée entre la France et les États-Unis sont à certains égards se rejoignent, par exemple, dans l'idée que de telles institutions ne se réforment pas, elles s'abolissent. Et elles sont également distinctes parce que le rôle historique de ces institutions est conçu différemment, que l'analyse du rôle de la police était plutôt en retrait dans le cadre européen, dans le mouvement abolitionniste, je ne parle que du mouvement abolitionniste, et que, au contraire, il s'est avéré primordial dans le cas états-unien. Mais les pensées et les cadres de pensée, eux, ils circulent d'un point à l'autre. La distinction que j'abordais, par exemple, entre réforme positive et réforme négative, elle est très fortement reprise par Angela Davis ou par l'organisation Critical Resistance. Elle y a un outil stratégique. Maintenant,
je voudrais reprendre un peu tout simplement pour illustration, pour donner à penser les revendications du mouvement Aid to Abolition qui a cristallisé beaucoup de perspectives abolitionnistes sur la police aux États-Unis, pour laisser imaginer quelles sont les passerelles à la fois avec la France et quel est le fait que abolition de la police et des prisons, ils sont articulés. Les revendications de ce mouvement, je l'ai dit très rapidement, c'était donc définancer la police, démilitariser les communautés, retirer la police des écoles, promouvoir la décarcération des personnes détenues, abroger les lois qui criminalisent les comportements de survie, investir dans l'auto-organisation des communautés, on retrouve là aussi des passerelles, un logement pour toutes et tous, et investir dans le soin. Voilà, je déforme probablement un peu, parce que c'est pas au mot, et puis il y a ces formulaires en anglais à la base, mais c'est pour vous montrer que, voilà, il y a effectivement des passerelles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, on entend, donc vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre conférence, hein, la question des violences sexuelles et sexistes, évidemment l'explosion en ce moment du problème de l'inceste, enfin, en tout cas du fait qu'on en parle. Est-ce que, selon vous, il y aurait peut-être un conflit entre l'abolitionnisme carcéral et les revendications de certaines féministes concernant la violence sexuelle? Alors, je pense en particulier au fait que nombreuses sont les féministes aujourd'hui qui défendent ou revendiquent une imprescriptibilité des violences sexuelles. Alors, évidemment, ça rentre en conflit avec des questions abolitionnistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, je vais en dire un petit mot tout simplement, et ce sera un petit mot tout simplement parce que le mieux que je puisse faire, je crois, c'est de renvoyer aux autrices et aux militantes et aux penseuses qui ont réfléchi elles-mêmes à ces intersections. Mais d'abord, une chose, c'est que les mouvements et les traditions abolitionnistes ne sont pas dans une position consistant à dire aux personnes qui sont victimes faites ceci ou faites cela. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ce n'est pas ça la pensée abolitionniste. Par contre, il y a beaucoup de réflexion et d'expérimentation sur comment, à partir, par exemple, des communautés elles-mêmes, à partir d'autres mondes de réponse, ils seraient capables de produire à la fois plus de sécurité pour les personnes qui sont en danger, du soin pour ces personnes, de ne pas les déposséder du processus par lequel elles vont être amenées, elles vont tenter en tout cas de passer par-dessus ça, tout en tenant responsables les personnes qui sont à l'origine de ces violences, par exemple. Mais là, je pense vraiment que ce que je peux faire, c'est renvoyer aux travaux et aux expériences qui ont creusé ce sujet des liens entre féminisme et abolitionnisme. Donc les travaux notamment de Gwenola Ricordo en français, ceux de Mariam Kaba en anglais ou ceux d'Angela Davis qui ont été traduits en français, et donc de renvoyer vers ces écrits sur cette question. Il y avait autre chose. Oui, et quelque chose qui vient de me revenir, c'est que il y a effectivement des antagonismes entre les mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes tels qu'ils se sont construits historiquement et les mouvements abolitionnistes tels qu'ils se sont construits historiquement. Il y a un historien qui s'appelle Jean Bérard qui a fait un travail justement qui est intéressant aussi sur finalement le divorce progressif entre ces deux mouvements qui, dans les années 70, je le dis trop vite, mais avaient finalement des terrains d'entente et s'étaient trouvés des objectifs communs. Voilà. Mais pour le reste, j'en renvoie aux références que j'ai citées. Merci. Alors, une dernière question, et puis on passera aux questions du public. C'est une question classique que l'on pose chez Politeia, quelle est, selon vous, la position du chercheur? Enfin, quelle est, votre position en tant que chercheur? Est-ce que vous vous considérez un peu aussi comme un militant? Est-ce que vous considérez à l'inverse comme un observateur un peu extérieur, quelque chose entre les deux? Et une question qui est liée à celle-ci, qui est quelle est
pour vous le statut de la parole des concernés, dont on a dit en introduction qu'elle est particulièrement censurée en ce qui concerne les détenus, hein. Par exemple, vous parliez du journal L'Envolée. Alors, le journal L'Envolée, c'est un journal qui est publié depuis 20 ans et qui donne la parole justement aux prisonniers, hein, qui publie des lettres et des témoignages de prisonniers à destination des prisonniers. Or, début janvier, l'administration pénitentiaire a censuré ce journal. Donc, il y a quelque part un paradoxe de la question de la parole des détenus ici, puisque c'est celle qui est la plus censurée. Donc voilà, tout ça pour vous demander, quelle est votre position en tant que chercheur? Comment vous identifiez, comment vous analysez toutes ces questions-là? Alors, bon, pour commencer, c'est une question qu'il faut poser, ne serait-ce que parce qu'il faut dire d'où on parle. Moi, je me considère abolitionniste, je suis abolitionniste. Je ne le suis certainement pas au même titre et de la même manière que des personnes qui sont, par exemple, actuellement incarcérées. Deuxièmement, en tant que sociologue, du coup, je suis invité, par exemple ici, je suis invité dans des espaces où d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire sont des espaces qui sont moins accessibles. Donc, il est logique que j'ai à répondre à cette question. Ce que je peux dire de la manière dont je perçois mon rôle, c'est que pendant un long moment, et puis encore aujourd'hui, j'ai conçu mon travail comme... alors, en fait, je fais de la socio-histoire, surtout. C'est-à-dire que, pour le dire très vite, réfléchir à la manière dont des expériences historiques passées ont quelque chose éventuellement à nous apprendre sociologiquement sur le présent. Et moi, ce qui m'a en tout cas décidé à rester en sociologie, c'est essayer d'éviter qu'une partie des luttes, et notamment une partie des luttes les moins connues, finalement ne s'évanouissent. Une partie des luttes, des pensées émancipatrices, des mobilisations peu audibles, des personnes qui étaient directement confrontées au système pénal, finalement ne s'évanouissent faute d'être enregistrées, écrites et reconnues comme légitimes et comme valides. C'est d'ailleurs comme ça que finalement une partie de ma formation abolitionniste s'est faite. Et à partir de l'idée que même si ce sont des luttes qui sont finalement pas terminées, mais dont les acteurs n'en font plus partie ou parfois ont disparu, parce qu'elles peuvent avoir 50, 60 ans, il est important qu'une partie de la mémoire de ces luttes puisse subsister et qu'elle puisse peut-être venir informer, venir alimenter, proposer à réfléchir aux personnes qui sont mobilisées aujourd'hui. Voilà. L'abolitionnisme, plus généralement peut-être, lui, il s'est construit en lien avec les luttes politiques des personnes qui font face en permanence au système pénal. Et parfois, il y a eu des articulations relativement harmonieuses entre intellectuels et personnes incarcérées, par exemple. D'autres fois, en France, par exemple, lorsque le GIP s'est créé, j'en disais quelques mots tout à l'heure, à un moment, les prisonniers de la maison centrale de Melun ont dit, entre autres, c'était les fondateurs du CAP, ont dit, oui, mais c'est bien beau ce mouvement d'intellectuels, mais il faut que le mouvement soit créé par les prisonniers et les prisonnières eux-mêmes et dirigé par eux. Ce à quoi Foucault et les autres ont décidé d'autodissoudre le GIP pour laisser la place à ce nouvel acteur. Voilà. Ce type de démarche fait partie de l'abolitionnisme. Merci beaucoup, Joël Charby. Si vous avez un dernier mot de conclusion à partager avec nous. Oui, je vais avoir deux derniers mots. Je ne pense pas, pour ma part, que l'abolitionnisme soit incompatible et surtout qu'il ne puisse pas se mener sur plusieurs fronts et que d'une certaine manière il faut en étant abolitionniste dire non à la levée des aspects les plus, disons, oppressifs de la prison, ou etc. Je pense que c'est la question, elle se pose, du moins selon Mathiesen, et je suis assez d'accord avec ça, elle se pose dans des questions de court terme, long terme. Voilà, elle se pose de cette manière-là, dans des questions de stratégie à court terme et à long terme. Ça, c'est la première chose qui me semble importante. Et la deuxième, c'est que finalement,
Ce que j'espère, en fait, que tout ce qu'on vient d'échanger là pourra apporter à des personnes que ça intéresse, c'est l'idée que non, en fait, l'abolitionnisme, c'est ni une pensée angélique, ni une pensée récente. Alors, elle est actuelle, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'elle s'inscrit aussi dans la continuité d'une tradition d'action et de pensée qui est très longue et qui a peut-être qui peut peut-être non pas se substituer à l'analyse du présent et à l'action dans le présent, mais peut-être venir informer de ce qui a été tenté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on retiendra ces 3 points. Donc, d'un côté, la dimension concrète de l'abolitionnisme, et donc l'idée d'une articulation entre court-termisme et le long-termisme. Ensuite, le fait que ce n'est pas un angélisme et que ce n'est pas un mouvement récent. Alors, pour terminer, peut-être cette citation de Victor Hugo, hein, que tout le monde connaît, mais dont on ne sait pas forcément qu'elle est de Victor Hugo, qui est « Police partout, justice nulle part », et qui pourra peut-être être la conclusion de cette conférence. Merci encore, Joël Charby, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette conférence extrêmement riche et qui donne beaucoup à penser. Et nous vous retrouvons, quant à nous, le 6 mars prochain pour la prochaine conférence de Politeia sur la place de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Merci encore à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir, Joël Charby. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci.